Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Cet épisode a été rendu possible grâce à Soutenir, la solution qui démocratise le mécénat collaboratif. Et si les entreprises repensaient la consommation comme un vecteur d'engagement? C'est exactement ce que propose Soutenir en leur permettant d'offrir à leurs clients et collaborateurs le choix des associations qu'elles financent grâce à un système de points cagnotés lors des achats quotidiens. Vous connaissez peut-être la méthode BISOU, un moyen mnémotechnique pour se souvenir des 5 questions à se poser avant chaque achat. B comme besoin. À quel besoin cet achat répond-il? I comme immédiat. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? S comme semblable. Ai-je déjà quelque chose de semblable qui pourrait faire l'affaire? O comme origine. Quelle est l'origine de ce produit? Et U comme utilité. Cet objet va-t-il m'être utile? Eh bien, désormais, le bisou va se mettre au pluriel avec l'ajout d'un S comme soutenir. Autrement dit, cet achat me permet-il de soutenir des projets qui changent le monde? Pour tout savoir sur cette jeune plateforme qui vient d'être lancée, Antoine Couder, son CEO, vous explique tout à mon micro dans l'épisode 54. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous me répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je voudrais un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Avant de vous introduire mon invité du jour, j'aimerais vous proposer de construire avec moi l'avenir de ce média en répondant à un sondage qui me permettra de mieux vous connaître, de comprendre l'impact que Philanthropio a sur vous, mais aussi de recueillir vos suggestions en matière de sujets, formats ou monétisation. Philanthropio a fêté ses 5 ans en septembre dernier et il est temps pour moi de connaître mon audience sur le bout des doigts. Et parce que rien n'est gratuit dans la vie, sauf mon podcast, j'ai décidé d'offrir un incitatif pour vous motiver à remplir ce sondage qui ne prendra que quelques minutes. Pour le découvrir, rendez-vous en description de l'épisode. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois Axelle Marna, une jeune retraitée pour qui la joie et l'optimisme sont de puissants moteurs de changement pour inspirer et motiver les autres. Lorsqu'elle n'enfourche pas son vélo pour faire du cyclotourisme, elle arpente l'Île-de-France pour faire don de ses plaquettes. Très impliquée auprès de l'établissement français du sang et de l'organisme Les Emplaqués, elle est une formidable ambassadrice du don de sang, qu'elle n'hésite pas à promouvoir à l'occasion de ses nombreux autres engagements bénévoles. Attendez-vous à être surpris par certaines révélations, car une fois de plus dans ce podcast, nous allons démystifier. Je parie mon premier don de sang que vous serez inspiré par le témoignage d'Axelle tout comme je l'ai été. Bonne écoute! Bonjour Axelle, comment ça va? Bonjour Charlène, très bien et vous? Ça va fort bien. Je suis vraiment super contente de vous avoir sur le podcast. Il y a quelques temps, j'ai lancé un appel à témoignages sur différents sujets et l'algorithme de LinkedIn a bien voulu vous mettre sur mon chemin. Alors j'en suis ravie car vous avez l'énergie et le talent d'une ambassadrice pour parler du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Il s'agit du don de sang, plaquettes et plasma. Alors ensemble, nous allons démystifier ce type de don, répondre aux freins, aux fausses idées qui pourraient décourager de potentiels donneurs, et tout cela à travers votre propre parcours d'engagement qui s'échelonne maintenant depuis plusieurs décennies. Avant de commencer, je vais rapidement dresser votre portrait. Après plus de 30 ans dans des fonctions vente et marketing chez Philips, vous vous êtes engagé en RSE à la fin de votre carrière sur les sujets diversité et inclusion et engagement sociétal. Vous avez 63 ans, 2 enfants et vous êtes une retraitée curieuse, engagée et active. Alors très franchement, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit quand je serai senior, j'aimerais bien être Axelle. Les verbes randonner, marcher, pédaler, mentorer, donner, s'engager, partager, voyager, sillonner les gares, les voies Eurovélo ou les expos font partie de votre quotidien. Et quand vous ne sauvez pas des vies, vous osez votre vie comme vous le dites si bien. Outre le don du sang dont vous êtes une ardente défenseuse, vous vous mobilisez pour les droits des femmes à la Maison des femmes de Saint-Denis et le respect des seniors dans leur vie professionnelle et la société avec le réseau Oudinot. Et vous êtes également mentor pour des jeunes de collège et lycée afin de les guider dans leur orientation professionnelle. Et depuis 2023, vous participez également à la Nuit de la Solidarité, une opération qui vise à décompter les personnes sans abri sur un territoire. Tout ça,
Alors, pour débuter un petit peu notre échange, j'aimerais vous demander, Axel, quand avez-vous décidé de donner votre sang pour la première fois et quel a été l'élément déclencheur? Alors la première fois, je vais être très honnête parce que je ne me rappelle pas. Par contre, quand je réfléchis, il est clair que j'avais un grand-père qui était militant du don de sang, très engagé à ce sujet. Et en fait, c'est quand il est décédé, donc j'avais une trentaine d'années, que j'ai décidé de m'engager à ce sujet en donnant mon sang. Donc je pense qu'il y a vraiment une histoire de transmission. Vous savez, à un moment, il y a quelqu'un qui part et on reprend un relais. Et c'est là que j'ai décidé de m'engager. C'est à peu près à ce moment-là également que j'avais lu un article sur une jeune mère de famille décédée d'une leucémie foudroyante. Je suis allée à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et je leur ai dit, je veux m'inscrire sur le fichier, le registre des donneurs de moelle osseuse. Donc on m'a dit OK, mais on m'a dit peut-être qu'on va vous appeler, mais c'est pas sûr. Donc si vous voulez sauver des vies de façon certaine, venez donner vos plaquettes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à venir donner mes plaquettes. Ce que je faisais 2-3 fois par an, le samedi matin, c'était pour moi comme une récréation, une pause dans une vie professionnelle intense et mère de famille. Et c'est comme ça que j'ai continué, que je donne toujours mes plaquettes à l'hôpital Saint-Louis. Vous m'expliquiez que lors d'un don que vous effectuiez un samedi matin, une équipe de bénévoles des Emplaqués a surgi comme ça dans la maison du don et à la suite de leur intervention, vous avez décidé de vous engager auprès de cette association. Cette rencontre avec les Emplaqués, elle semble avoir été un véritable déclic pour vous. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans leur approche? C'est la joie de vivre qu'ils ont apporté dans cette maison du don qui reste un lieu très très sérieux de santé publique, et de voir apporter cette bonne humeur, cette joie de vivre, ce rose fluo qui est leur couleur. Je me suis dit waouh, c'est cool de donner son sang quoi. Et donc, quand je me suis engagée en RSE, je les ai approchés. Quand j'ai arrêté de travailler, je suis allée les voir. Et moi, en général, je vais voir toujours la direction et je dis, voilà, moi, j'ai un peu de temps, j'ai envie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, avec vous? Et après, la vie est une histoire de rencontres. Donc, c'est une petite association très sympa. Et j'ai accroché. Ça a été réciproque. Et donc, ça fait 3 ans que je m'engage de plus en plus dans diverses actions avec eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est leur mission, quels sont leurs différents programmes et activités, pour ceux qui connaissent pas les Emplaqués? Elle est encore assez peu connue. Donc, cette association aide à sauver des vies, donc s'oriente via des courses à pied qui permettent d'avoir la visibilité de l'association. On participe à plus de 700 courses par an sur le territoire français. Donc, des coureurs portent le t-shirt aux couleurs des Emplaqués. Ça permet donc d'avoir la notoriété. Ça permet de lever des fonds dans un challenge Mon Hôpital au mois de juin pour recueillir des éléments qui permettent d'améliorer la vie des jeunes atteints de leucémie. Donc, le focus, c'est sur les jeunes qui sont à l'hôpital atteints de leucémie et qui sont soignés grâce aux transfusions de plaquettes. Et rien que le nom, les Emplaqués, je trouve que c'est déjà joyeux. Et pourquoi c'est important, selon vous, de mettre cette joie dans cette action solidaire? Alors déjà, pour moi, il faut mettre de la joie partout. Il faut se lever le matin avec le sourire. Il faut choisir un métier où on est heureux d'y aller tous les jours. C'est la seule consigne que j'ai donnée à mes enfants à ce sujet. Il faut donner du sens à tout ce qu'on fait. Et moi, je suis une optimiste déterminée et j'espère le rester longtemps. Donc, les Emplaqués, ça a convenu à mon tempérament. Est-ce que vous pensez que c'est une manière aussi, déjà de transformer un acte médical en moment convivial, mais aussi une forme de démocratisation du don de sang? Alors, le don du sang, il est accessible, vous parlez de démocratisation, quand on s'inscrit sur les listes électorales, moi je dis, allez donner votre sang aussi. Ça fait partie des recommandations que je donne quand j'interviens dans les lycées. Avoir 18 ans, c'est avoir des droits, mais c'est avoir des devoirs. Et je trouve que c'est un vrai acte citoyen que de donner son sang. C'est une façon, donc, surtout si on est en bonne santé, bien sûr, et si on ne l'est pas, on peut quand même en parler. On peut en bénéficier, témoigner qu'on a reçu aussi du sang pour pouvoir être guéri, c'est important. Donc c'est effectivement un engagement citoyen. J'aimerais qu'on fasse une petite pause sur le don de moelle osseuse parce qu'on en parlait en introduction au départ quand vous êtes arrivé à l'hôpital Saint-Louis, vous vouliez donner de votre moelle osseuse, mais à l'époque, c'était beaucoup plus invasif. C'était sous anesthésie générale. Puis même moi encore aujourd'hui, vous voyez, j'avais encore cette image de don assez contraignant. Et en fait, j'ai appris que aujourd'hui, on est capable de faire migrer les cellules souches de la moelle osseuse vers le sang grâce à un médicament. Donc, dans 80% des cas,
un simple prélèvement suffit à faire un don. Ça, c'est important de le mentionner parce que vraiment, je suis pas certaine que le grand public le sache. C'est d'autant plus vrai que moi j'ai été j'ai reçu ma lettre de radiation du registre des donneurs puisqu'à 60 ans révolus, on sort du registre des donneurs de moelle osseuse. Et jusqu'à ce moment-là, je croyais encore que c'était aussi lourd que vous venez de le décrire. Et dans 80% des cas, effectivement, on arrive à faire remonter les cellules dans le sang et c'est comme un don de sang qui dure un peu plus longtemps, mais c'est tout. Alors aujourd'hui, le besoin, c'est d'avoir des candidats pour s'inscrire sur ce registre plutôt masculin de 10 à 35 ans, parce qu'en fait, c'est la fourchette d'âge à laquelle on peut s'inscrire, mais on reste dans le fichier jusqu'à 60 ans révolus, et parce qu'aujourd'hui, 70% des dons de moelle osseuse viennent des hommes, parce qu'ils ont moins d'anticorps que les femmes, donc on a besoin de jeunes hommes pour s'engager, et c'est quelque chose que je dis maintenant, qui se rajoute à mon répertoire depuis quelque temps. Alors, à ce jour, vous avez effectué plus de 100 dons de sang, plasma et plaquettes. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir une donneuse aussi régulière ? En fait, c'est quand j'ai arrêté de travailler que je me suis engagée avec les emplaqués, parce qu'avant, je le faisais 2, 3, 4 fois par an. Et puis maintenant, je le fais davantage, parce que je suis davantage disponible. Et en plus, je me suis donné un nouveau challenge. Moi, j'aime bien les challenges, les calendriers et les indicateurs. Donc, c'est d'ici mes 65 ans révolus de donner mes plaquettes tous les mois, parce qu'on peut donner ces plaquettes tous les mois, toutes les 4 semaines exactement. Pour mémoire, le plasma, c'est tous les 15 jours et le sang, c'est tous les 2 mois. Donc, tous les mois, je tiens mon calendrier. Dès que je sors du rendez-vous, je planifie le rendez-vous suivant parce que je serai triste le jour où je ferai mon dernier don de plaquettes, mais j'aurai encore la solution du sang total jusqu'à mes 70 ans révolus. Là aussi, ce sont des âges limites que les gens n'ont pas en tête. Parce qu'il y a quelques années, c'était 60 ans, et avec l'augmentation de la durée de vie, aujourd'hui, c'est 70 ans révolus pour le don de sang total. Donc, si je comprends bien, si on veut caracoler dans le haut du classement, donc être dans le top des donneurs, il faut donner ses plaquettes parce que c'est le don qu'on peut faire le plus souvent. Non, le plasma, toutes les 2 semaines, le plasma. Ah, c'est le plasma. Et les plaquettes, c'est toutes les 4 semaines. Oui. Ouais, c'est ça, le plasma. Juste pour la petite anecdote, en France, le record est détenu par un marathonien lillois de 62 ans qui donne 24 fois par an, soit tous les 15 jours. Il a franchi la barre des 700 dons en décembre 2023. Et au Canada, le record est détenu par un Québécois qui a réalisé son 1600e don en mai 2024. Alors évidemment, il a commencé très tôt, à l'âge de 18 ans, mais c'est quand même assez impressionnant. Quand on arrive à son 1600e don, là, il s'approche quand même de l'âge limite pour donner, mais c'est quand même merveilleux. Alors, ce qui m'amène à vous demander quelles sont les conditions pour donner son sang et si une femme peut donner autant ou aussi souvent qu'un homme. Alors, pour donner son sang, il faut être en bonne santé, il faut avoir 18 ans et il faut peser au moins 50 kilos ou 55 kilos pour les plaquettes et le plasma. Parce que les poches de dons, en fait, sont calibrées. Donc, on vous prend à peu près un demi-litre de sang. Et en dessous, la poche ne va pas être validée. Donc, en dessous de 50 kilos, vous risquez ça. Voilà, c'est trop par rapport à votre gabarit. Ce sont les conditions de la France. Et est-ce que les femmes peuvent donner Alors, les femmes peuvent donner autant au bémol du don de sang total, où c'est tous les 2 mois, mais avec un maximum de 6 fois par an pour les hommes et de 4 fois par an pour les femmes. Donc, c'est vraiment très marginal. Alors, il existe 3 formes de dons, le don total, le don de plasma et le don de plaquettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités de chacune ? Donc, le don de sang total, en fait, il y aura les 3 composants dedans qui sont les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Chaque poche de sang, d'ailleurs, sera éclatée ensuite entre les 3 composants pour être transfusée ensuite selon les besoins des patients. Le don de plaquettes et le don de plasma s'effectuent par aphérèse, c'est-à-dire que on vous prend votre sang total. Il y a une centrifugeuse qui va trier et conserver donc les plaquettes ou le plasma, et ensuite on vous rend avec un processus de retour donc l'hémoglobine, les globules rouges qui ne seront pas conservés. Donc ça veut dire que le plasma et les plaquettes sont des dons qui durent un petit peu plus longtemps. Donc on considère que pour un don de sang total, il faut compter 1 heure tout compris entre l'accueil, la prise de sang, la collation, l'entretien avec le médecin. Pour le plasma, c'est 1 heure et demie et pour les plaquettes, c'est 2 heures.
Un don de sang total peut être fait lors de collectes mobiles qui viennent dans des villes, qui viennent dans des villages, alors que le don de plasma et de plaquettes nécessite des machines qui ne déménagent pas, qui ne bougent pas, et donc doivent se faire dans des maisons du don, des hôpitaux, de l'établissement français du sang. C'est plus contraignant en termes de localisation. Et la durée de conservation de chacun des ingrédients, elle varie? Donc pour le sang total, c'est 42 jours, pour les plaquettes, c'est 7 jours, et pour le plasma, c'est entre 1 et jusqu'à 3 ans grâce à la congélation. Donc on a besoin de 10 000 dons du sang par jour en général, dont 500 de plaquettes par exemple, parce qu'avec une durée de conservation de 7 jours, il y a vraiment un processus très très rapide de collecte, analyse et redistribution vers les centres qui en ont besoin. Alors, quand vous ne faites pas de cyclotourisme, vous pratiquez ce que vous appelez le tourisme du don. Je trouve ça très, très original comme concept. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors, je suis allée habiter à Lille dans le cadre de ma carrière professionnelle et venait d'y ouvrir la maison du don la plus grande d'Europe. Donc, vous imaginez bien que ça m'a attirée et que j'y suis allée donner mon sang. Ensuite, je suis allée à Paris visiter la maison du don Émile Zola dans le 15e arrondissement, qui est toute neuve, qui vient d'ouvrir. Donc j'y suis allée et je souhaitais aussi y envoyer donc une équipe d'une association. Donc j'ai cité le Wake Up Café pour aller donner en groupe leur sang. Et comme ils étaient à côté, je voulais bien sûr visiter les lieux. Je n'envoie jamais quelqu'un quelque part si je ne suis pas allée faire un repérage. Donc c'était la raison, et je vais aller bientôt à l'hôpital Avicenne à Bobigny donner mes plaquettes parce que c'est la maison du don du 93 où j'habite, et comme je souhaite aussi donner envie à des personnes d'y aller, je vais aller visiter. Est-ce que vous avez un petit passeport que vous tamponnez à chaque fois? Alors maintenant tout est en numérique, vous savez bien, donc j'ai le nombre de mes dons qui est sur mon profil de l'établissement français du sang en ligne. D'une maison à l'autre, il vous retrouve avec vos coordonnées et il voit votre historique, tout ça. Alors, le rassemblement des informations ne date pas depuis toujours, donc ça fait quelques années que ça existe. Et j'ai donné aussi en vacances mon sang dans des collectes mobiles. Et d'ailleurs, mes enfants disaient « Ah maman, il y a une collecte là, tu vas y aller ?» Voilà, donc c'est devenu une plaisanterie. Quand vous partez en vacances à l'étranger, ça vous est arrivé de donner aussi dans un pays étranger? Non, alors j'avoue que maintenant j'ai vraiment l'œil exercé. En faisant mes randonnées vélo, là, je vois dans les communes de France les collectes mobiles. Et à l'étranger, j'ai pas vu d'affichage comme ça. En plus, quand on donne son sang, il est recommandé de ne pas faire d'efforts intenses pendant les 24 heures qui suivent. Donc quand je suis en randonnée vélo, je suis en effort intense. Quelles sont vos plus belles découvertes ou vos meilleures anecdotes au cours de ce tourisme du don? Moi, je dirais que ce qui est vrai partout, c'est qu'il y a une ambiance de générosité, de sourire, de bien-être, de faire le bien à chaque collecte. Moi, c'est surtout cette ambiance-là vous avez une sélection de gens qui sont forcément orientés vers les autres. Vous avez les personnes qui travaillent à l'établissement français du sang, vous avez les personnes qui viennent donner, qui savent qu'elles sont là pour quelque chose de chouette. Il y a les personnes qui nous accueillent, qui peuvent être des bénévoles. Il y a beaucoup d'associations qui aident l'établissement français du sang à avoir cette présence à chaque collecte sur le territoire. J'ai pu participer au marathon du don de l'établissement français du sang qui a eu lieu en décembre dernier à l'Hôtel de Ville de Paris, qui a été une méga collecte record de plus de 4000 personnes, dont 25% de donneurs pour la première fois. Donc, dans un lieu absolument mythique, sous les lambris dorés de l'Hôtel de Ville, les gens étaient heureux. Moi, j'ai été bénévole toute une matinée, mais je suis sortie de là. J'étais sur un petit nuage, quoi. Et vous avez aussi effectué une visite du plateau de préparation des poches de sang, plaquettes et plasma de la Maison du Don de Pontoise. C'est là que vous avez découvert le fonctionnement de la chaîne transfusionnelle, comme on l'appelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment elle fonctionne, cette chaîne? Alors, je suis pas sûre de me rappeler tout dans le détail. Ce qui m'a frappé, c'est que ça fonctionne 7 jours sur 7. Parce que quand il y a effectivement une durée de conservation de 7 jours des plaquettes, un jour ne peut pas être sacrifié. Donc il y a un engagement des équipes, il y a un process d'une précision avec le suivi, un code barre pour chacune des poches, tout est vérifié.
tout est très très coordonné. On a pu poser toutes les questions qu'on voulait avec des équipes très spécialisées. Donc dans chaque étape de la distribution, vérification, distribution, expédition. Donc j'ai été très impressionnée et je suis très contente d'avoir pu visiter ça parce que ça n'a fait que renforcer mon engagement et mon envie d'agir en tant que colibri à ce sujet. Quelle est la statistique qui vous déprime le plus en matière de don de sang? Alors, il y en a deux. La première, alors, déprimer est un peu fort, mais je dirais que c'est le 4% de personnes qui peuvent donner et qui donnent. Alors, à la fois, je trouve ça très peu. Et d'ailleurs, moi, j'en parle beaucoup et je vois, il y a beaucoup de gens qui sont pas très concernés, alors qu'on peut, hélas, tous l'être un jour. Mais 4%, je me dis que, c'est facile à faire grandir, normalement, quoi. Donc, me dire, je ne pourrai jamais mesurer mon impact à ce sujet-là, mais je sais que j'en ai un, puisque j'ai des retours de personnes qui me disent « Ah bah tiens, tu m'en as parlé, je me suis inscrite. Ah bah tiens, je vais en parler à ma fille. Ah bah tiens, t'as raison, il faut que j'y retourne. » Donc je sais que j'ai un impact. Donc je me dis que j'influence un peu ce 4%. Donc on verra dans 5 ans s'il a changé. Et puis l'autre chiffre, je vais en citer un autre que j'ai découvert il y a peu, c'est que nous dépendons à 70% du plasma que l'on doit importer de l'étranger. Donc il y a un très gros plan plasma de l'EFS pour arriver à réduire cette dépendance. Et c'est pour ça qu'il y a même une maison du don à Hasbrook dans le Nord dédiée au plasma qui s'est ouverte il y a quelque temps. Et je pense que le plasma est un don dont on parlait peu et qui devient un peu plus connu et en plus possible très souvent, comme on l'a dit. Et moi aussi, ça m'a frappé cette statistique. Donc, juste pour préciser, le plasma, on l'utilise pour la fabrication des médicaments, certains médicaments. Ce qui est frappant, c'est que manifestement, on cultive vraiment une dépendance à la fois économique, industrielle, pharmaceutique et sanitaire à l'égard d'autres pays, en l'occurrence les États-Unis pour le plasma. Donc, il est vraiment temps qu'on se réveille. Mais aussi, ce que vous m'avez confié en off, c'est que ce plasma, il provient donc en grande partie de collectes rémunérées auprès de populations précaires et pas toujours en bonne santé. C'est pas très rassurant tout ça quand même. C'est toujours contrôlé quand même, hein, donc encore une fois, oui. Oui, c'est contrôlé, mais c'est fait quand même dans un cadre non pas volontaire, mais rémunéré, quoi. Alors en France, il est clairement bénévole de donner son sang et c'est un principe très important. Alors, quand on parle de don du sang, on peut pas s'empêcher de penser au scandale de l'affaire du sang contaminé par le VIH ou l'hépatite C dans les années 80 et 90. Faut quand même rappeler qu'au début des années 80, on n'était pas tout à fait au clair sur le mode de transmission du VIH. Il y a eu comme des effets concomitants qu'on a payé très cher par la suite. Mais depuis, quelles sont les mesures prises pour garantir la qualité de la transfusion sanguine et la sécurité des receveurs? Quels sont les protocoles actuels? Alors, quand vous vous inscrivez pour un don du sang, vous avez un questionnaire déjà en ligne pour bien vérifier que vous n'avez pas a priori de raison de ne pas pouvoir donner. Ensuite, quand vous êtes arrivé au centre de don, vous remplissez 3 pages de questions très précises. Vous avez ensuite un entretien préalable au don où ces réponses vont être vérifiées, fouillées avec un médecin. Et ensuite, quand vous allez donner, de toute façon, toute poche sera vérifiée de façon à vraiment assurer la sécurité totale du don. J'ai eu des questions, puisque j'informe les gens à ce sujet-là, de personnes encore hésitantes en me disant « mais oui, mais les aiguilles, est-ce que c'est bon ?» Donc on voit effectivement qu'il y a encore des traces de ce scandale du sang contaminé. De ce que j'ai appris, la France est le pays le plus élevé en termes de prise de précautions, de vérification, de tout. Donc je dirais que c'est positif, donc je crois qu'il y a 0 risque aujourd'hui à ce sujet-là. À tel point, j'ai encore croisé hier un donneur qui me dit « Ah oui, mais alors toutes ces questions et tout, moi j'y vais régulièrement. » Je lui dis « Oui, mais c'est la condition pour que ce soit rassurant pour tout le monde et que ça assure la sécurité de chacun. » Donc je crois qu'il faut plutôt prendre ça de façon positive. Moi, ça fait 11 ans que je vis au Canada et jusqu'à très récemment, je n'étais pas autorisée à donner mon sang parce qu'en fait, les personnes qui ont voyagé ou habité pendant les années 80 et 90 en France et au Royaume-Uni ne pouvaient pas donner leur sang à cause de leur potentielle exposition à la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc plus communément appelée la maladie de la vache folle. Et cette restriction a été levée en décembre 2023. Voilà, donc je n'ai plus d'excuses. Alors, j'ai longtemps eu la phobie de la piqûre et de la prise de sang. Mais bon, va falloir que j'attende encore un petit peu parce que je suis présentement enceinte de mon 2e enfant. Donc j'imagine que je ne rentre pas dans les conditions
Non, quand on est enceinte et qu'on allait, il est recommandé de ne pas donner son sang et de garder ses forces pour autre chose. Voilà. Donc tout ça pour dire que les choses évoluent aussi et que les critères sont reconsidérés. Alors c'est très vrai, et ça fait partie des fois des personnes qui me disent ah mais oui mais je n'ai pas pu donner parce que bon, elles se rappellent pas toujours pourquoi. Et souvent je leur dis retourne-y parce que sûrement que ça a changé ou peut-être que voilà, les conditions de l'époque ne sont plus les mêmes. Donc retente. Et il y a des personnes qui m'ont dit ah merci, grâce à toi, j'y suis retournée et j'ai pu donner mon sang. Oui. Donc là, c'est un engagement que je prends vis-à-vis de moi-même parce que c'est le seul don que je n'ai encore jamais effectué, excepté évidemment le don d'organes. Hein, je me le souhaite pas, mais le don de sang, effectivement, c'est quelque chose que je l'avoue, je n'ai encore jamais coché et j'espère pouvoir le faire. Dans les prochains mois, en pensant très très fortement à vous et à votre engagement, qui m'aura évidemment très inspirée. On parlait un petit peu des craintes, des appréhensions, du besoin de rassurer un petit peu les potentiels donneurs. Quels sont les freins ou les fausses croyances qui pourraient les décourager, justement? Alors ça, j'entends des choses très étonnantes. Alors par exemple, on va me prendre ma vie avec mon sang. On va me prendre tellement de sang que je vais pas me sentir bien. Ou je suis tatouée. Ou j'ai mes règles, donc je ne peux pas donner mon sang. En fait, tout cela est faux. Le tatouage, le piercing, n'empêche pas de donner son sang. Il suffit d'attendre 4 mois après le dernier tatouage ou piercing. Mais on peut donner. On ne va pas vous prendre votre vie, on va vous prendre juste 500 millilitres de sang, donc pas plus, et le sang se régénère automatiquement. Les règles n'empêchent pas de donner son sang. La seule conséquence, c'est qu'effectivement, donc on peut donner 4 fois par an au lieu de 6 fois pour les hommes. Aucune religion n'interdit de donner son sang, c'est plus des habitudes culturelles et il y a seulement les témoins de Jéhovah qui sont contre ça. Mais c'est intéressant de lever ces croyances parce que c'est souvent les gens ne cherchent pas plus et après il peut y avoir aussi des personnes qui sont anémiées qui me disent j'ai une anémie. Alors l'anémie grave, je comprends, une anémie très légère. Moi, ça m'arrive d'être et ça m'a beaucoup contrarié parfois de devoir faire une pause pendant 6 mois. Et là, moi, j'ai vraiment bien contré le sujet avec un régime boudin, lentilles, huîtres, qui ne sont que des choses que j'aime et qui vraiment ont remonté mon taux d'hémoglobine de façon spectaculaire. Ok, on note la petite astuce pour booster son taux de globules rouges. Effectivement, c'est quand même assez curieux ce côté on va me prendre ma vie, alors qu'on soit un peu affaibli après un don de sang éventuellement, pourquoi pas, mais me prendre ma vie, c'est quand même fort comme croyance. Il y a beaucoup de représentations autour du sang, et selon, on touche à l'intime là, et selon ce qu'on a pu vivre dans sa vie, ça peut déclencher des peurs irrationnelles, assez étonnantes. Donc moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'aller chercher qu'est-ce qui bloque. Alors il y a la peur des aiguilles aussi. Il y a des grands balèzes, souvent je leur dis mais allez donner votre sang et tout, ils me disent j'ai peur des aiguilles. Donc ça c'est quelque chose, mais bon, avec un bon accompagnement, ça peut changer. Mais après, il faut être motivé. Ouais, c'est comme si le sang devait être caché. Donc il y a des hématophobes dont je pense que j'ai fait partie quand j'étais plus jeune. Pour moi, il était hors de question de faire une prise de sang. Je pense que j'ai pas connu mon groupe sanguin avant ma première grossesse. Vraiment, c'était presque un bras de fer entre mes parents et moi parce que ma mère ne concevait pas que je fasse pas de prise de sang au moins pour connaître mon groupe sanguin. Mais bon, je pense qu'il y avait un petit côté trauma des aiguilles parce que j'étais un peu tombée dans les pommes quand j'ai fait mon vaccin d'hépatite B. J'avais un petit peu flanché aussi le jour où je me suis fait percer les oreilles la 2e fois, donc je pense que ça a un peu joué. Bon, depuis je suis devenue maman, j'ai accouché, donc je pense qu'on passe un cap. Mais les hématophobes, donc qui ont une peur panique du sang, ça touche quand même 10 à 20% de la population, quand même. D'ailleurs, l'OMS l'a classé comme la 3e phobie la plus courante après celle de certains animaux et du vide. Quels conseils vous donneriez aux hématophobes pour dépasser leur peur et devenir donneurs ? Alors bon, déjà, faut qu'ils aient envie parce que faut qu'il y ait une motivation. Et après, avec cette motivation, je pense qu'il faut bien prévenir l'équipe du site où on va, ou peut-être y aller accompagné soit par quelqu'un de proche, soit avec une association qui œuvre autour du don de sang. Il y a pas mal d'associations à ce sujet-là, il n'y a pas que les Emplaqués. Et je pense que d'y aller en groupe aussi. L'autre jour, par exemple, avec les Emplaqués, il y avait une sortie don du sang avec une entreprise. Et les personnes étaient venues, donc, suite à une présentation dans l'entreprise, et sur 2 jours, étaient venues dans une maison du don. Donc, ça a suscité des personnes à donner leur premier don, parce qu'il y avait un effet d'entraînement d'équipe.
Donc d'entraînement d'équipe, allez, j'y vais, ah bah oui, tu viens, etc. Donc ça peut aider. Nous, on était là, les emplaqués présents, pour répondre aux questions, pour discuter, pour conseiller. Par exemple, moi, je prends rendez-vous dès que je sors d'un don, je prends rendez-vous pour le suivant. Et ben devant moi, il y a une jeune femme, c'était son premier don, elle a pris rendez-vous pour un don de plasma quelques semaines après. J'étais très fière de ça parce que ça crée tout ça, crée de l'entraînement, voilà, l'effet de groupe. Il faut essayer et c'est très important que le premier don se passe bien, vous savez, parce que si jamais il y a un couac, ça devient plus compliqué d'y retourner. En parlant de croyances, il y en a une qui est très surprenante. Au Japon, le groupe sanguin est un marqueur de personnalité qu'on affiche sur son CV carrément, quoi. Alors, normalement, maintenant, aujourd'hui, c'est interdit de l'afficher sur le CV, mais c'est resté longtemps le cas et ça reste dans les esprits au Japon où on va, si on parle d'une personnalité, on va donner son groupe sanguin. On attribue des qualités à des groupes sanguins. On peut choisir un partenaire en fonction de son groupe sanguin. Et il y a même eu dans l'armée, on choisissait des personnes en fonction du groupe sanguin. Enfin voilà. Donc tout ça, ces croyances datent du XXe siècle et sont interdites aujourd'hui. Mais vous savez très bien que tout ce qui est dans la culture reste longtemps au-delà de ce qui est possible. Et donc c'est très particulier. Oui, moi c'est en me renseignant que j'ai découvert ça et je trouve ça assez étonnant. Alors, c'est lequel groupe qui a le plus la cote chez les Japonais? Il n'y a pas de chaque groupe a ses qualités. Il n'y a pas de mais comme aujourd'hui on suit son horoscope, voilà, on peut relier un peu comme les un choses. signe astrologique, finalement, ça vient déterminer des traits de personnalité, quoi. Exactement. Ok. Alors, en France, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, les besoins en sang sont estimés à 10 000 dons par jour. Face à ce défi constant, quel est selon vous l'enjeu le plus crucial? Alors en fait, il y a plusieurs enjeux parce que d'une part, il faut recruter des nouveaux donneurs. Il faut les recruter jeunes parce que comme ça leur permet de s'habituer, de prendre l'habitude et puis de pouvoir aussi être valeur d'exemple. En plus, il y a une période de la vie entre 30 ans, 50 ans, entre la vie professionnelle intense, la vie privée, les enfants où on peut être moins disponible. Il est important comme je disais, de fixer son prochain rendez-vous, donc d'avoir une régularité. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, ah bah oui, je vais y aller une fois, mais aller dans la régularité, c'est une autre étape. Donner une fois, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est que ça devienne un rituel. Moi, je suis une femme de rituel. Je trouve que c'est important pour ancrer des choses et avancer. Comme je vous disais, j'en parle moi donc dans les écoles en orientation, mais avec les emplaqués, on intervient aussi avec les jeunes dès le primaire, où ce sont des messagers qui donc le soir peuvent parler à leurs parents d'une intervention autour du don du sang et qui s'inscrit dans le programme des écoles de primaire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en général, ils sont très promoteurs, très emballés, très volontaires, et ça fait partie des actions qu'on propose avec nos partenaires entreprises aussi d'intervenir dans les écoles. Donc, on parle d'enjeux de recrutement le plus tôt possible. La fidélisation, là, c'est sûr que ça vient principalement du donneur, c'est-à-dire reprendre un prochain rendez-vous après son don. C'est un peu comme quand vous allez chez le coiffeur et qu'on vous propose de prendre votre prochain rendez-vous dans 2 ou 3 mois, quoi. Mais concrètement, par exemple, l'établissement français du sang ou toutes les associations qui sont là pour accompagner et promouvoir le don de sang, comment elles peuvent agir sur cet enjeu de fidélisation, en fait, d'amener les gens à franchir ce pas supplémentaire de la régularité, quoi. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux et des communications plutôt très punchy, très sympas, très joyeuses, que ce soit sur donc Instagram, TikTok. Je trouve qu'il y a une inventivité de toutes parts, que ce soit des régions de l'établissement français du sang, que ce soit des associations d'honneur, que ce soit des thématiques qui sont reprises. Il y a eu des choses autour des JO qui étaient super. Il y a eu des choses pour Halloween, il y a des choses pour la fin d'année, pour le début d'année. Il y a une inventivité que je trouve absolument très séduisante, mais que pas assez de gens voient. Il y a eu des collectes aussi, donc dans des lieux mythiques. Donc j'ai parlé de l'hôtel de ville, mais il y a l'opéra de Bordeaux, de très belles collectes avec de la musique jouée par les personnes de l'opéra de Bordeaux. Il y a déjà eu une action avec la basilique de Saint-Denis et c'est quelque chose qui va avoir lieu à nouveau au mois de février et j'espère de façon régulière. Donc il y a eu une association sport et don du sang l'année dernière avec le marathon du don et les JO. Et là, la culture associée au don du sang me paraît une piste intéressante à travailler. Toujours trouver des nouvelles idées pour donner envie.
D'ailleurs, la grande collecte à l'hôtel de ville a été organisée par 2 streamers. Tout à fait. 2 influenceurs qui étaient tout à fait moteurs et passionnés, oui. Et bénévoles, je tiens à le souligner. Dernièrement, le fondateur de la fabrique du Nou proposait le 1% fraternité qui pourrait se traduire par donner 1% de son temps, de ses revenus ou de ses compétences, mais aussi 1% de son sang, ce qui représenterait un don tous les 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez de sa proposition ? Un don tous les 10 ans, je trouve que c'est pas assez avec ce qu'on a dit avant. Mais si tout le monde donne 1%. Donc là, il y a un calcul de retour sur investissement. Est-ce qu'il vaut mieux avoir tout le monde qui donne une fois de temps en temps ou des personnes qui donnent régulièrement ? Là aussi, c'est une question, faudra que je m'intéresse. Je n'ai pas la réponse. Pour être autosuffisant et pour finalement casser un peu cette dépendance vis-à-vis de l'étranger, ça nous prendrait combien de donneurs Alors là, j'ai pas la réponse non plus parce qu'en fait, alors déjà, il y a plusieurs types de dons. Il y a aussi la diversité des dons. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'il y a effectivement les groupes sanguins traditionnels qu'on connaît, mais il y a aussi des sangs rares. Et les sangs rares, ce sont les dons d'origine d'Afrique noire, Caraïbes, qui sont nécessaires pour soigner des maladies qui restent liées à ces zones géographiques, donc la drépanocytose par exemple, qui rend un quotidien très difficile aux malades et qui ont besoin de transfusions régulières. Et mon sang à moi, par exemple, ne va pas bien soigner quelqu'un qui a la drépanocytose. Je suis caucasienne et je n'ai pas les bons composants dans mon sang pour ça. Donc il y a également une sensibilisation de population d'origine noire à assurer. Et donc c'est très complexe en fait. Alors je n'ai pas les éléments très factuels pour dire ce qu'il faudrait dans la cible idéale pour être, mais je vais me renseigner. Je pourrais vous rappeler. Oui, mais avec plaisir, effectivement, parce qu'en fait on se rend compte ça soulève plein de sujets. Mais quand on parle du don, mais qu'il soit monétaire ou de sang, parce que cette question se pose aussi dans le don monétaire, sensibiliser les communautés culturelles à la philanthropie, montrer que tout le monde peut participer à l'effort collectif et tout le monde un peu à sa voix au chapitre en ce qui a trait au bien commun finalement. J'ai l'impression que c'est un peu pareil dans le don du sang où il y a effectivement, quand on est sur des sangs rares ou des ethnies culturelles qui nécessitent des produits sanguins qui sont différents, il y a un gros travail de communication et de sensibilisation à faire aussi auprès de ces communautés-là pour qu'on se retrouve pas avec des pénuries, quoi. Écoutez, pour terminer, Axel, qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de cet épisode ? Donner son sang, c'est sauver 3 vies. Donc ça fait du bien comme toute action bénévole. Et en plus, ça entretient l'estime de soi. Moi, quand je sors d'un don du sang, de plaquettes, je me sens puissante. Je me sens la reine du monde. Je me dis, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Le sang se régénère, donc en fait, ça ne coûte qu'un peu de son temps. C'est quand même rare les dons qui ne nous coûtent rien finalement, à part un peu de son temps. Le sang ne peut pas se fabriquer. On ne peut soigner qu'avec le sang des humains. Et donc, c'est quelque chose, ça arrivera peut-être, mais là, j'ai pas d'échéance. Donc, je trouve que donner son sang, sauver 3 vies, je trouve que c'est une mission extraordinaire. Et à la portée de tous. Exactement. Merci beaucoup, Axel, pour cet échange très complet sur le don du sang. On espère que cela va vous motiver à pousser les portes d'un centre de don à proximité de chez vous. Il existe d'ailleurs l'application Don de sang pour la prise de rendez-vous et pour aussi géolocaliser les centres ou les collectes mobiles d'ailleurs. Quant à vous, Axel, on vous retrouve sur Instagram et LinkedIn pour suivre vos prochaines actions et je précise que vous préparez actuellement une conférence sur le sujet pour les entreprises. Alors s'il y a des responsables RSE qui nous écoutent, contactez-la. Merci beaucoup, Axel. Merci, Charlène. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.